comment augmenter la part du secteur bois et forêt dans le PIB. Donc, il a été réuni les différentes entreprises et toutes les personnes qui interviennent dans le secteur bois et forêt et les acteurs du monde de la finance, dont je vois que certains sont aussi aujourd'hui parmi nous. Merci pour votre fidélité. Alors, comment dirais-je? Aujourd'hui, nous sommes là pour la deuxième édition de ce forum. Il a été organisé le 28 septembre dernier, le forum de l'entrepreneuriat sur la transformation agricole. Ce forum avait été organisé par l'APENI, qui est l'association Pointe-Noire industrielle, la Chambre de commerce internationale, la Chambre de commerce de Pointe-Noire, excusez-moi, l'IECD, qui est l'Institut européen pour le développement et la coopération, ainsi que le cabinet OBAC, qui est un cabinet de conseil de stratégie. Monsieur le délégué général de la PNI, Madame la directrice départementale de l'ARTEF, Messieurs les représentants des organismes financiers, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, je vous souhaite la bienvenue à cette seconde édition du colloque trimestriel des investisseurs, organisé en partenariat avec la Chambre de commerce de Pointe-Noire, je vous remercie, et la PNI aussi, placé sous le thème du financement, le financement des projets de transformation agricole. Comme certains le savent déjà, le colloque trimestriel des investisseurs est un événement qui réunit le monde de la finance tous les 3 mois, chaque trimestre, autour d'un secteur d'activité afin d'identifier les problématiques de ce secteur d'activité et de voir comment concrètement le monde de la finance peut y apporter une réponse. Il y a à peu près 6 mois de cela, nous avons eu l'occasion d'organiser la première édition de ce même colloque. Et cette édition était placée sous portée notamment sur le secteur du bois. Suite à cette première édition, le cabinet OBAC a eu à mettre en place un programme spécifique afin d'accompagner notamment l'association des artisans du Congo, des menuisiers du Congo, afin de les aider à se structurer, afin de les aider notamment à obtenir un certain nombre de partenariats avec certains grossistes, afin de les aider, in fine, à lever des fonds pour pouvoir obtenir un séchoir, outil important pour leur développement. Alors aujourd'hui, le colloque trimestriel des investisseurs s'arrête sur le secteur de la transformation agricole. Et là, nous parlons du financement. Alors, parler du financement sous-entendrait qu'il y aurait d'un côté des investisseurs et d'un autre des entrepreneurs qui solliciteraient éventuellement un financement. S'agissant des investisseurs, il faut bien le reconnaître. Dans notre pays, voilà maintenant plusieurs années que les investisseurs dans notre pays sont confrontés à des situations plutôt critiques. Nombreux sont les investisseurs qui sont confrontés à des entrepreneurs finalement sans parole. Nous avons des entrepreneurs qui malheureusement ne disent pas ce qu'ils font et qui finalement aussi parfois ne font pas ce qu'ils disent. Cette situation s'est d'ailleurs répercutée plus ou moins dans les chiffres. Lorsque l'on regarde l'évolution du montant des créances en souffrance, on s'aperçoit qu'il y a une croissance constante. Alors face à cela, bien évidemment, les organismes financiers ont eu à se réorganiser, à durcir leurs procédures, ont eu justement à pouvoir sélectionner notamment les entrepreneurs avec lesquels ils souhaitent travailler, ont eu finalement à revoir un petit peu leur appétence pour le risque. Mais ces différents investisseurs, nous avons eu l'occasion de les rencontrer. Et chacun sait aujourd'hui que le pays est dans une situation économique très très difficile. Et je peux vous assurer que ces investisseurs sont conscients du rôle qu'ils ont justement dans le financement de la diversification de l'économie. Nous avons eu l'occasion de les rencontrer, nous avons eu l'occasion justement de pouvoir discuter avec eux et ils nous ont dit qu'ils sont toujours à la recherche d'entrepreneurs sérieux, d'entrepreneurs capables de créer de la valeur et d'entrepreneurs capables de tenir leur engagement. C'est pour cela que je souhaiterais marquer une pause
pour que l'on puisse prendre le temps d'applaudir pour l'ensemble des organismes financiers qui ont accepté aujourd'hui de participer à cette deuxième édition du colloque trimestriel des investisseurs. Je pense ici à Crédit du Congo, je pense à Micodec, Société Générale, je pense à Cofina, je pense à Chardon Farel, je pense aussi à un investisseur privé, à Minoco, je pense bien évidemment à Ecobank. Nous vous remercions. Alors, de l'autre côté, nous avons des porteurs de projets. Des entrepreneurs qui, quelque part, en tout cas là je parle des banques, subissent ce qu'on appelle en économie l'antisélection. C'est-à-dire qu'ils passent après, notamment, les mauvais entrepreneurs et, étant donné que les organismes financiers ont durci leurs procédures, ils se trouvent un petit peu confrontés à la problématique du financement. Ces entrepreneurs, justement, nous avons eu l'occasion d'en sélectionner 10. Ces entrepreneurs, pour certains d'entre eux, ont eu à suivre une formation au sein du cabinet OBAC et nous aurons l'occasion de le voir tout à l'heure. Nous présenterons leurs projets pour espérer lever des fonds et développer leur entreprise. Alors, secret de Polichinelle, nous le savons tous, au Congo, 70% de ce que nous mangeons est importé. Peut-être même plus. Alors, cela va de soi, il nous faut donc augmenter notre production locale. C'est une nécessité pour nous. Et donc, pour pouvoir le faire, l'objectif de ce colloque est de pouvoir notamment confronter, vous l'aurez compris, d'une part, les investisseurs avec les entrepreneurs, afin, éventuellement, de pouvoir lever des fonds. J'aurai l'occasion de revenir notamment sur la manière dont cela va se passer, mais pour l'instant, je souhaite à chacun de vous, justement, un excellent colloque. Je vous remercie. Nous avons des problèmes pour lever des fonds. Et combien de fois dans un pays comme le nôtre où on n'a pas une tradition entrepreneuriale très longue. Aujourd'hui, des initiatives voient le jour ça et là, et c'est pour ça que la Chambre, chaque fois qu'elle voit une initiative qui essaie d'apporter une réponse aux problèmes de financement, elle ne peut que s'y associer. Cette réunion fait suite au forum de l'entrepreneuriat que nous avons tenu, qui a porté sur la transformation agro-pastorale. Et au cours de ce forum, un certain nombre de problématiques ont été évoquées pour finalement essayer de lever les goulots d'étranglement qui empêchent le développement de ces secteurs. Aujourd'hui, le rapport du forum qui viendra proposera des actions qui seront menées tout au long de cette année. Et donc, les entreprises qui vont présenter leurs projets ne vont pas être abandonnées. Ils bénéficieront donc d'un accompagnement non financier qui sera mis en place. Je pense que cette initiative, il faut l'articuler aux initiatives qui existent déjà. Il y a quelques années, dans le cadre de l'association Pointe-Noire Industrielle, on avait créé un fonds d'investissement qui, depuis peu, a été converti en fonds de garantie. Il faut essayer de voir comment aussi ce fonds de garantie peut être mis à contribution pour les projets qui pourront être retenus par les banques. Et enfin, au niveau de la Chambre, nous avons mis en place au niveau de la pénible, plus précisément, nous avons mis en place des centres de gestion agréés. Parce que l'un des freins aussi au financement de l'entreprise, c'est la fiabilité des informations. Donc les centres de gestion seront là aussi pour accompagner les projets qui seront retenus. C'est ici pour moi l'occasion aussi de lancer un appel aux banques
pour qu'il y ait un vrai partenariat entre les centres de gestion agréés et les institutions financières. Je pense que les centres sont aujourd'hui prêts à accompagner les entreprises que financièrement vous soutenez. Sachez qu'aujourd'hui, ces centres ont montré leur expertise. Et d'ailleurs, au bout de plus d'une quinzaine d'années, le gouvernement, finalement, va agréer les centres de gestion. Donc, il y aura une reconnaissance officielle puisque la démarche pour cet agrément a commencé. Donc, vous pouvez compter sur les centres de gestion pour accompagner le travail financier que vous faites. Je voudrais, après, parler de la situation dans laquelle nous vivons. Notre pays traverse une situation très difficile aujourd'hui. Notre économie marchait sur deux pieds, le pétrole et les grands travaux d'État. Aujourd'hui, il n'y a plus ni l'un ni l'autre. Et il nous faut diversifier au moment où l'État n'a plus de ressources. Je pense que le sursaut ne peut venir que de ce type d'initiative et c'est pour ça que nous assurons que la Chambre se mobilisera et elle apportera tous ses services pour faire que les projets qui vont être retenus puissent se développer et produire de la richesse pour le bien de notre pays. Je vous remercie. Des présentations, ils sont pour la majorité d'entre eux dans le secteur de la transformation agroalimentaire. Le principe est simple. Nous avons ici deux types d'investisseurs. D'accord ? Premièrement, nous avons les organismes financiers. Je propose qu'on puisse encore applaudir pour les organismes financiers. Deuxièmement, nous avons des investisseurs privés. Chacun ici peut être éventuellement un investisseur privé. L'objectif, c'est justement pouvoir booster ce secteur d'activité. Vous avez sur vos sièges ce qu'on appelle une lettre d'intention, d'accord ? L'argent n'aime pas le bruit. Donc, les questions sont ouvertes. Alors, le principe, c'est une présentation pendant 10 minutes. Et ensuite, on permettra justement 10 minutes de questions éventuellement pour chacun des projets. D'accord ? Et si l'entrepreneur a été convaincant et que vous souhaitez éventuellement en savoir plus sur ce projet, n'hésitez pas tout simplement à mentionner le nom du projet, mentionner voilà, le nom du promoteur, mentionner le montant éventuellement que vous souhaitez apporter dans ce projet et mentionner le type justement de participation. Est-ce que c'est une prise de participation? Est-ce qu'il s'agit d'un prêt ou alors est-ce qu'il s'agit d'une subvention? Donc libre à vous justement de remplir ce document et à la fin des différentes présentations, en tout cas à la fin de cette matinée, nous allons justement récupérer l'ensemble des lettres d'intention et recontacter les personnes qui souhaitent rentrer en contact avec les porteurs de projets. Je pense qu'il y aura une dégustation qui sera faite juste à la fin de cette matinée, notamment quelques porteurs de projets ici qui sont dans l'agroalimentaire, qui font déjà de la transformation, qui nous feront déguster ce qu'ils font déjà. Donc voilà, très bien. Alors, oui, très bien. Donc on va faire passer très très rapidement. Peut-être avec mon PC. Est-ce que tu peux le ramener, s'il te plaît ? Nous allons vous présenter qui sont ces porteurs de projets, qu'est-ce qu'ils font, et chacun viendra pour présenter et défendre son projet. Établissement Majoris. Alors Majoris, qu'est-ce que c'est? Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une entreprise qui a pour objectif de produire et de commercialiser du miel biologique. Miel biologique produit localement au Congo. Alors comment est-ce que nous sommes arrivés à cela? Il y a quelques années, je me préparais à aller à Kayi et juste avant, j'ai été contacté par une diététicienne qui travaille à l'hôpital de Luangeli et elle voulait profiter de mon voyage pour que je lui rapporte du miel pur. Et dans notre entretien, elle m'explique que dans son travail de diététicienne, elle suit des personnes qui souffrent de certaines maladies comme le diabète, des problèmes de poids, d'obésité.
ou cardiovasculaires. Mais elle suit aussi des personnes qui s'intéressent simplement à rester en bonne santé, des sportifs par exemple. Et dans les régimes qu'elle prescrit à ces personnes-là, le miel est un composant important. Le gros problème avec le miel, c'est que sur le marché, le miel a une disponibilité aléatoire. C'est-à-dire, un coup vous le trouvez, un coup vous ne le trouvez pas. Si vous voulez aller là où il est présent de manière régulière, il coûte cher. C'est-à-dire dans les supermarchés, les grandes surfaces. Vous allez voir que le miel le moins cher coûte environ 10 000 francs le litre. Et même dans ce cas-là, il peut être suspect parce que frelaté, puisqu'il y a une ONG qui a vérifié, qui a contrôlé en fait les miels vendus en grande surface, et elle a découvert que le tiers de ces miels-là étaient des faux miels. Alors je ne vous parle même pas des miels qui sont vendus sur le marché populaire. Alors donc il fallait donc trouver une solution, parce que mettez-vous un peu à la place de ces personnes-là, suivre un régime qui contient un élément qui n'est soit frelaté, soit difficile à trouver. Quand votre santé en dépend, quand votre vie en dépend, ce n'est pas bien. Donc on peut proposer une solution. Il faut que cette solution-là soit donc une solution pure, du miel pur, une solution disponible toute l'année et qui soit aussi disponible à un prix raisonnable. Alors donc, c'est de là que j'ai eu l'idée de m'investir dans l'apiculture. Donc de 2012 à 2015, j'ai appris l'apiculture et j'ai lancé mes premières exploitations d'abeilles sauvages. Alors pendant que mon exploitation tournait, il fallait d'abord que je teste le marché. Donc entre 2016 et 2017, j'ai commencé dans l'informel. On a d'abord commencé à sonder le marché pour savoir à peu près à quel prix est-ce que l'on pouvait vendre ce miel-là de manière à ce qu'il soit rentable. Et en 2018, nous sommes donc passés à l'assaut du marché avec le miel sauvage d'Ifondo. Donc je n'ai pas attendu d'abord ma production, je suis allé à Ifondo puisque le miel d'Ifondo est un miel qui a la réputation d'être le meilleur miel du Congo. Donc nous sommes allés à Ifondo, nous avons pris du miel sauvage d'Ifondo et nous l'avons rapporté. J'ai ici un échantillon et à la fin vous aurez une dégustation, vous pourrez le goûter pour voir. Alors entre-temps, l'élevage que j'ai eu à faire à Nkayi a commencé à produire. Mais juste avant, je voudrais vous donner les chiffres de notre vente de miel sauvage. Alors, quand nous avons commencé à le vendre en avril 2018, on était un peu en dessous des 40 litres par mois. Et nous avons monté jusqu'à 80 litres vers juillet 2018. Alors, en août 2018 et en septembre 2018, la vente en tout cas a baissé parce que j'ai dû aller faire face à une demande à Brazzaville. Donc comme j'avais des problèmes de main d'œuvre, ça a baissé. Mais nous avons réglé ce problème et en octobre, nous sommes à 90 litres et je ne sais pas si vous remarquez, mais nous n'avons pas encore fini le mois. Donc nous allons peut-être rapidement dépasser la barre fatidique des 100 litres par mois. Alors pendant ce temps, mes abeilles de Nkayi ont produit. Et elles ont produit un miel de meilleure qualité, celui que nous appelons le miel biologique. Alors la différence qu'il y a entre ce miel-là et le miel que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est que ce miel-là, on peut donner la garantie qu'il est mûr. Parce que dans la brousse où on va chercher le miel sauvage, on n'a pas la possibilité de suivre l'évolution du miel que produisent les abeilles. Or que par l'apiculture, par l'élevage des abeilles, on peut suivre la maturité du miel. Le miel, c'est un produit qui est fait par les abeilles à partir du nectar. Au départ, le nectar est très liquide parce qu'il contient beaucoup d'eau. Et donc, il faut pouvoir suivre cette maturité-là, du point de nectar jusqu'à la transformation complète en miel. C'est pour cela que vous le verrez aussi lors de la dégustation, ce miel est de meilleure qualité, il est de meilleure texture. Alors, quelles sont notre stratégie de développement? Alors, ce que nous voulons faire déjà, c'est de remplacer toute la production de miel sauvage par la production de miel apicole. Donc développer, augmenter la production de miel biologique en vue de remplacer celle de miel sauvage. Ensuite, il nous faut collaborer avec plus de pharmacies, plus de magasins, de supermarchés, de restaurants, de thérapeutes. Actuellement, nous ne travaillons qu'avec Casino comme supermarché, l'hôtel Villa Madiba comme hôtel de restaurant, comme la pharmacie Pharmalife qui se trouve sur la route de l'aéroport et l'épicerie fine, les saveurs d'ici et d'ailleurs aussi sur la route
de l'aéroport. Donc, nous comptons augmenter le nombre de nos collaborateurs. Ensuite, il faut nous faire connaître sur les médias principaux, la télévision, les réseaux sociaux, et participer à des événements. Parce que actuellement, les chiffres que je vous ai montrés tout à l'heure ont été faits sans aucun support publicitaire. C'est juste le bouche à oreille. Donc, imaginez ce qui va se produire si nous pouvons nous faire connaître à la population congolaise, informer toutes ces personnes-là qui recherchent la solution que nous proposons. Ensuite, nous voulons accompagner les particuliers dans les événements particuliers. Puisque le miel est un produit du terroir, il faut que nous associons notre produit aux événements de la vie quotidienne des Congolais. Ici, vous avez par exemple un exemple de produit. Nous allons proposer, associer en fait le cadeau de miel au mariage, puisqu'on parle de la lune de miel. Donc c'est une manière pour nous de faire entrer notre produit dans la vie quotidienne de la population congolaise. Et ensuite, participer et promouvoir des rencontres de sensibilisation sur la santé, cela va de soi, et commercialiser les autres produits de la ruche, comme le vin de miel par exemple, la cire, le pollen, etc. Ce sont tous des produits qui sont issus de la ruche. Actuellement, nous n'exploitons que le miel. Or que d'autres produits issus de la ruche coûtent même parfois plus cher, ont une valeur ajoutée plus élevée que celle du miel. Alors, quels sont nos besoins? Premièrement, nous avons des besoins en équipement. Il nous faut lancer une exploitation apicole professionnelle parce qu'actuellement, c'est presque artisanal. Nous avons moins de 30 colonies. Donc, il nous faut plus de ruches. Et cela, il nous faut donc des ruchers, c'est-à-dire des endroits, des espaces où on va placer ces ruches-là. Il nous faut un véhicule, plusieurs véhicules, et des kits d'apiculteurs professionnels. Donc, le tout a été estimé à 19 650 000 francs CFA. Ensuite, il nous faut un équipement pour lancer une miellerie professionnelle. Lorsque le miel est récolté dans les exploitations apicoles, il faut ensuite qu'il soit conditionné. Il faut ensuite qu'il soit mis en bouteille. Et c'est le rôle de ce qu'on appelle une miellerie. Il y a tout un matériel qui doit accompagner cette transformation-là. Donc, il nous faut des kits de miellerie, des kits de déshumidification, des kits d'étiquetage, des kits d'emballage et de stockage. Donc le tout a été estimé à 4 860 000 francs CFA. 2 minutes. Enfin, il nous faut un fonds de roulement pour le fonctionnement de l'exploitation apicole, de la miellerie et pour faire la distribution et la publicité. Et le tout a été estimé à 26 721 000 francs CFA. Alors donc pour synthétiser les besoins, si on fait l'addition des besoins en équipement et en fonds de roulement, nous arrivons au total de 51 231 000 francs CFA. Alors pour un prix moyen du litre à 5 300 et une production minimale de 5 000 litres par an, c'est-à-dire la production la plus pessimiste, nous avons un résultat brut d'exploitation de 695 000 les 2 premières années. Et ensuite, dès la 3e année, nous passons à un résultat brut d'exploitation de 12 607 000 francs CFA. Et le retour d'investissement, si ces chiffres sont conservés, se fera au plus tard la 6e année. Alors, comme garantie bancaire, nous avons un hectare déjà dans la ville dans le village de Boubissi. Nous avons des terres, un hectare à Malélé, une propriété à Kaï et le notissement de l'équipement qui pourra être acquis. D'abord, je vous félicite par rapport à votre présentation, par rapport à votre projet. L'avantage que vous avez, c'est qu'il est déjà opérationnel. Vous avez déjà un portefeuille client. J'ai bien suivi votre présentation, mais le conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de structurer votre projet de développement. Il faudrait faire un plan de développement, c'est-à-dire aller par étapes. Et je pense que la première des priorités, c'est la certification en termes de qualité de production. Vous devez d'abord travailler sur le produit, n'allez pas trop vite, n'allez pas sur le marché des particuliers. Moi, ce qui m'intéresse d'abord, c'est la certification, la qualité du produit. Est-ce que votre production est certifiée? Vous avez parlé du frelaté, mais qu'est-ce qui me dit que les autres ne diront pas de votre projet qu'il est frelaté? Moi, je veux une certification. Travaillez d'abord sur la certification, faites en sorte que votre production soit labellisée. Bien entendu, je suis prompt à vous accompagner, mais on n'accompagne pas un inconnu. Donc j'ai besoin de vous connaître, j'ai besoin d'échanger avec vous, j'ai besoin de venir voir vos exploitations, et après, de la même façon que je fais des recommandations, de la même façon,
je vous indiquerai une feuille de route qui ferait en sorte que nous parlions le même langage, et une fois que nous serons en face, je pourrai vous accompagner. C'est vrai que vous êtes allé à l'essentiel, et dans cet essentiel, j'ai l'impression qu'il vous a manqué quelque chose sur la concurrence. Une entreprise, c'est le marché, et je pense que vous n'avez pas suffisamment donné des éléments de maîtrise du marché. Je pourrais même dire, une parenthèse, mais à haute voix, que votre exposé vous expose à la concurrence. Parce que vous avez dit des choses qu'en chef d'entreprise, avec un esprit bien futé, vous n'auriez pas pu dire. Ça veut dire que vous avez négligé la concurrence. Parce qu'au Congo, généralement, les gens, ils attendent l'idée de l'autre pour pouvoir faire. Donc, quelle est l'approche marché que vous avez eue? Parce que ça, c'est très intéressant, ça. Donc, peut-être que c'est une remarque, c'est pas vraiment une question. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Merci. Dans le noni, un produit exotique, tropical qui sera très intéressant d'avoir votre produit de miel. J'ai goûté votre miel, il est vraiment bon. La valeur ajoutée que vous pouvez ajouter, c'est les déchets, donc le miel à ruche. Elle est très importante pour la cosmétologie, c'est un domaine que vous n'avez pas parlé. Je trouve que si vous négligez cette part-là, vous pourrez avoir une valeur ajoutée en l'ajoutant à vos produits. Parce que moi, je suis intéressée et je voulais demander. Il y a un producteur de miel à New York qui est intéressé à vos produits, que j'ai posté sur Facebook. Comment vous pensez faire à l'international? Merci. Connaissant notre produit, donc nous savons très bien que toutes les mesures de certification pourront passer. Maintenant, pour répondre à la question de la concurrence, bon, j'ai fait une toute petite allusion à la concurrence en fait au début, quand j'ai introduit. Bon, actuellement, nous avons 4 concurrents fondamentaux. Les chasseurs de miel, c'est-à-dire les personnes qui vont dans la brousse récolter le miel et puis qui le revendent sur le marché. Bon, en général, eux, le principal avantage que nous avons sur eux, c'est que nous, notre miel est présent toute l'année. Ça, c'est le principal avantage. Maintenant, en général, notre miel aussi est de meilleure qualité puisque eux, en tout cas le miel que nous envisageons de mettre sur le marché plus tard, est de meilleure qualité, puisque eux, leur miel, c'est un miel sauvage qui n'est pas toujours pur, qui est récolté dans de mauvaises conditions, puisque parfois ils brûlent les colonies, parfois ils sont souvent susceptibles, ils sont plus susceptibles que les autres de mettre, de mélanger, de mettre de l'eau, de mettre des impuretés dans leur miel. Donc ça, c'est la première concurrence. Alors la deuxième concurrence, c'est effectivement les autres, les produits qui sont importés, qui sont vendus en supermarché. Bon, l'avantage que nous avons, c'est un avantage de prix. Comme je l'ai dit, tous les produits qui sont importés, vous pouvez aller le vérifier à Casino, tous ces produits-là coûtent plus cher que le nôtre. Même le miel qui vient du Cameroun et qui est vendu dans des emballages moins chers que les nôtres, c'est le miel vendu dans des emballages en plastique. Donc, pour cela aussi, nous avons cette valeur ajoutée là par rapport à eux. Maintenant, ensuite, les autres concurrents que je peux mentionner, ce sont les autres apiculteurs qui se lancent aussi dans la production de miel comme moi. Bon, la plupart d'entre eux, enfin, pour faire un constat simple, actuellement, je suis le seul sur le marché. Il y en a d'autres qui font de l'apiculture, mais quasiment toute leur production va à l'extérieur. En tout cas, pour ceux que je connais. À part ça, il y a peut-être aussi des produits de substitution, comme le sucre, mais actuellement, de plus en plus de Congolais s'intéressent à leur santé, prennent plus au sérieux leur santé, ce qui fait que souvent, ils se tournent vers notre produit. Donc, à ce niveau-là, nous n'avons pas trop d'inquiétude. Maintenant, pour la question de madame, concernant les déchets, effectivement, on a été approché aussi par des thérapeutes qui utilisent dans leur thérapie certains déchets du miel. C'est pour cela que j'ai parlé en fait d'exploiter d'autres produits de la ruche. Donc ça, nous en tenons compte. C'est encore en phase de test et d'essai pour savoir comment en fait mettre ça vraiment à côté et puis proposer une offre là-dessus. Maintenant, par rapport au marché international, il y a d'abord beaucoup de préalables que nous devons remplir. Déjà, il faut que nous passions professionnels, c'est-à-dire que nous ayons une production suffisante pour pouvoir baisser les prix. Parce que les prix que nous faisons ici déjà en intérieur ne nous permettent pas actuellement d'aller à l'international. Il faudrait déjà, pour qu'on puisse aller à l'international, il faudrait que nos revendeurs, c'est-à-dire que ce n'est même pas nous, mais nos revendeurs, ceux qui rajoutent 30% sur le produit qu'on leur vend, il faudrait déjà que eux, ils le vendent au même prix que le miel qu'on vend au marché. Alors actuellement, en moyenne, le miel vendu sur le marché est à une moyenne de 5 900 francs. Donc il faudrait que nos revendeurs revendent à ce prix-là.
Et pour ça, il faut qu'on atteigne, qu'on dépasse les 5000 litres de production par an. Voilà. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Il reste encore 3 minutes. La production de miel, l'activité de la production de miel, c'est de l'élevage. En fait, on élève les abeilles de façon que ces dernières nous produisent du miel. Mais dans le domaine du miel, il existe encore un miel de meilleure qualité qui n'est pas produit par les abeilles. Et déjà dans notre pays, il y a des producteurs qui s'organisent, notamment dans la partie nord du pays. Le miel qui est produit par sorte de fourmis qui ont des ailes, je ne peux pas très donner, qui volent mais qui produisent. Et ils produisent dans les troncs d'arbres. Est-ce que vous pouvez pas voir ce volet pour pouvoir améliorer, n'est-ce pas, pour avoir des qualités beaucoup plus performantes? Ça va vous permettre, par exemple, de créer une valeur ajoutée. Essayez d'explorer cette piste. C'est un conseil. Parce que ce miel existe et qui dépasse de très loin la qualité du miel des abeilles. Voilà. La technologie est maîtrisée. En tout cas, le produit, on le maîtrise, on sait comment le traiter. Par contre, la question des fourmis, je sais pas encore qui maîtrise la technologie, même à travers le monde. Mais c'est une bonne idée en tout cas. Excusez-moi pour les problèmes techniques. Voilà. Comme vous l'avez compris dans la présentation, nous travaillons dans une zone qui est très enclavée, dont la principale source de l'économie est la chasse, la pêche et l'agriculture vivrière, et donc qui a un faible développement économique. Pour répondre à cette problématique, notre solution, c'est de développer une coopérative agroforestière focalisée sur la banane, qui a deux impacts positifs à l'échelle locale. D'une part, elle redynamise le secteur et elle fait monter en compétence les producteurs de bananes en agriculture. Et d'autre part, elle a un impact positif sur l'environnement parce que nous incitons les producteurs à produire de manière avec des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. Et cela contribue à la conservation de la forêt et donc de l'habitat des gorilles et des chimpanzés. Pourquoi le choix de la banane plantain? Pourquoi la coopérative a fait ce choix-là? Parce que c'est le résultat d'une étude socio-économique qui a été réalisée en 2017. La banane plantain, qui est justement un aliment de base dans l'alimentation congolaise, vous le savez, a un marché à Pointe-Noire qui est plutôt simple. Les consommateurs sont les particuliers, les familles qui consomment individuellement et les restaurations collectives. Alors les principaux acteurs de la filière, c'est les producteurs qui sont disséminés partout dans le pays. Également les grossistes qui recherchent, à acheter les produits pour les revendre et les détaillants qui les vendent sur les marchés de Pointe-Noire. Ce qu'il faut retenir, c'est que tous ces acteurs-là, ils sont souvent informels, ils sont mal organisés, ils sont individualisés. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de pertes de temps et d'énergie dans la recherche de produits, de revendeurs, d'acheteurs, etc. La filière congolaise est mal structurée. Donc dans les marchés de Pointe-Noire, ce qu'on trouve en majorité, c'est la banane qui vient du Cabinda, la banane plantain, parce que c'est plus facile de s'y approvisionner, c'est un peu moins cher. En revanche, la qualité est moindre et surtout les frais de douane varient et donc le coût est finalement difficilement mesurable parce que les frais des douanes dépendent généralement de l'humeur des douaniers. Bon, alors nous, à Kakamoueka, le boulot d'étranglement de la filière banane, c'est la baleinière que vous voyez, qui est le seul moyen de transport pour aller à Pointe-Noire. On voit sur la photo de droite que les producteurs donc, sont en train d'attendre à l'embarcadère pour vendre leur part. Voilà. Ce qu'on offre, nous, c'est des bananes plantain vertes de la variété Lidungu. C'est une variété qui est reconnue, réputée pour son goût, sa grosseur et sa qualité, notamment meilleure que celle qui provient du Cabinda. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on regroupe toutes ces productions des membres de la coopérative et on revend d'une part aux grossistes, mais aussi aux détaillants directement à Pointe-Noire. Donc on a choisi de faire une promotion, donc on va démarcher de nouveaux clients,
soit en direct ou par le réseau socio-professionnel. On a choisi de s'aligner sur les prix du marché parce qu'en fait, on veut garantir un revenu équitable et sûr à nos producteurs. Donc, la valeur ajoutée de notre offre, c'est vraiment qu'on a un plus pour nos clients parce que ça simplifie vraiment la recherche des produits. Ils n'ont plus qu'un seul contact à aller appeler pour acheter leurs bananes. Et donc, ils sauront s'il y a une production sur 50 producteurs. Donc, c'est vraiment plus facile. Et pour les producteurs, pour nos fournisseurs, c'est vraiment plus facile. C'est vraiment une force de négociation qu'ils gagnent. Donc, un meilleur prix. Notre stratégie pour tout ça, c'est une croissance en interne avec une formation continue des membres pour monter en compétences, pour qu'ils aient un meilleur rendement, notamment grâce à une méthode qu'on appelle la méthode PIF, qui est une méthode de multiplication des plants, 5 fois plus rapide. Et il y a aussi, donc dans notre stratégie, on souhaite intégrer de plus en plus de membres. Voilà, plus on est, mieux c'est. Et la stratégie commerciale, donc on souhaite se diversifier nos clients, à la fois directement à l'embarcadère et à Pointe-Noire. On souhaite aussi diversifier nos canaux de distribution et à un horizon de 2 ans, la gamme de produits. Donc on fait des essais pilotes sur le palmier à huile par exemple, sur les chips, la farine de banane, etc. Donc nous, on travaille dans le développement communautaire, donc il faut y aller pas à pas. On travaille pas à pas pour que les communautés puissent assimiler chaque étape. Et ça permettra de pérenniser le projet et pour que ça devienne vraiment une filière structurée. Nos prévisions financières. Pour la première année, alors bon, c'est plutôt de bonnes prévisions. On a vraiment choisi une hypothèse basse. Hein. Pour la première année, 294 parts, ça représente 24 parts par mois. Ça veut dire on s'est fixé un objectif de 3 producteurs actifs pour les 3 premiers mois. Donc c'est comme ça qu'on a fait nos estimations. Le total de charges variables est très élevé par rapport au chiffre d'affaires, comme vous pouvez le voir. Mais c'est normal parce que nous payons tout le monde à la tâche en fait. Donc la première année, on est quand même rentable, 66 000 francs CFA. On est rentable à partir du 9e mois. À partir de la 2e année, on augmente les rendements, on augmente le nombre de producteurs et donc on a des charges fixes qui sont écrasées parce qu'on optimise les transports et donc on a un résultat net qui est proportionnellement meilleur pour arriver à la 3e année à plus d'1 million. Voilà. Dans le calcul de notre seuil de rentabilité, nous avons vu qu'il nous fallait 300 parts pour être rentable, 300 parts par an. Ça représente 6 membres actifs, donc c'est un objectif largement atteignable. Et notre besoin en fonds de roulement, il est négatif. Il est positif la première année parce que toutes les transactions se feront en liquide. Dès la 2e année, on souhaite mettre en place un système de microfinance. Donc ça permettra de payer les producteurs chaque fin du mois par transfert d'argent et donc ça nous donne un besoin en fonds de roulement négatif. Voilà. Alors, la raison pour laquelle on est ici aujourd'hui, c'est parce qu'on a un problème. Les producteurs sont formés. Les bananes arrivent dans 1 à 2 mois et on a très peu de matériel. Très clairement, ma collègue qui s'occupe du projet est partie aujourd'hui sur le terrain. On a un corogoro et un pouce-pouce pour lancer la commercialisation. Pour démarrer vraiment la commercialisation, on a besoin de 500 000 francs CFA pour le matériel, l'équipement, etc. Et la 2e année, on souhaite investir dans un triporteur pour optimiser les transports et construire un dépôt en dur. Ça nous demandera 3 millions. Donc, si aujourd'hui on est là, voilà, c'est qu'on a un problème et notre besoin, en fait, finalement, c'est une opportunité pour vous. Pourquoi c'est une opportunité? Parce que, en fait, on vous demande une subvention, un sponsoring, et vous, en échange, vous avez l'opportunité de vous investir, la possibilité de vous investir dans le développement communautaire, mais en plus, donc du coup, de donner un sens à votre business
Et surtout, la politique d'aujourd'hui, elle encourage les grandes entreprises à prendre leurs responsabilités sociétales et environnementales. Et donc vous avez la possibilité de créer un partenariat avec des experts dans le domaine EasyCongo. Et voilà, avant de... Voilà, je vais vous laisser vous poser les questions. Merci. Pour nous, ce n'était pas une prise de participation et tout, bon, pour toute structure financière. Ça peut regarder là. Ce qui m'intéresse d'abord, prime abord, c'est d'abord la forme coopérative. Elle est très intéressante parce que tous les membres sont solidaires à l'engagement qu'ils peuvent prendre. Ça, c'est très intéressant. La deuxième, c'est par rapport au coût. Première année, de coût minime, si ça peut aller. Deuxième, troisième année, on est à 3 millions, c'est toujours des coûts accessibles. Mais comme on dit, la discussion ne peut pas être une discussion publique. C'est peut-être aller en profondeur, essayer de regarder si est-ce que ce que nous pouvons proposer peut vous intéresser. Et puis, on regardera. Donc ça m'intéresserait de discuter longuement en profondeur avec vous et de regarder comment vous apportez. C'est un produit très prisé qui s'écoute facilement sur le marché. Et je crois qu'on pourra se voir à la fin pour une heure. Un jour, merci. Ma petite expérience dans ce domaine m'autorise à vous poser une question. Monsieur Nyami vient de dire qu'une coopérative, les membres sont solidaires. Ma question c'est, est-ce que vos membres seront rémunérés ou pas? Parce que c'est une question à laquelle on ne répond jamais lorsqu'on s'engage dans le comité en disant que c'est une communauté, mais moi j'ai déjà travaillé pour le PDR dans les années 75, j'ai fait l'évaluation du PDR, le plan de développement rural. J'en ai fait dernièrement sur des projets communautaires. La participation des membres, en tout cas au Congo, je vous parle du Congo, la participation des membres baisse au fur et à mesure qu'ils n'ont pas de revenus. On dit oui, mais nous on fait pour la coopérative, mais moi à la maison, quand je rentre des enfants, mange quoi. D'où ma question, est-ce que vous prévoyez de les rémunérer ou comment ça se passe, hein? Ça c'est la question. Alors, en effet, bien sûr, les producteurs seront payés. Ils seront payés à la part, comme je l'ai expliqué sur les prévisions financières. En fait, ils seront même payés, selon nos calculs, plus cher que s'ils restaient individualisés. Évidemment, sinon la coopérative ne pourrait pas fonctionner. Et chaque maillon de la chaîne de la coopérative sera rémunéré, bien sûr. Voilà. Développement communautaire, voulez-vous lancer dans les activités purement productives, mais vous savez que Bananéré, c'est une culture. Ça veut dire que non seulement vous nous avez beaucoup parlé de l'aspect production, ainsi de suite, mais la banane aussi doit obéir à un environnement sain. C'est-à-dire qu'il faut prévoir les problèmes de phytotechnie, c'est-à-dire que le traitement de ces bananes, est-ce que l'environnement, la production est garantie? Parce que moi je sais que la banane elle est rentable. Si vous prenez un hectare, vous avez une densité d'écartement de 3x3 et vous avez environ 1000 pieds dans un hectare et la production est 2 fois. Et donc quand vous prenez un régime avec un prix moyen de 10 000 francs comme vous avez dit, ça veut dire que vous avez par point de fixation 20 000 francs, ça vous fait 20 millions l'année. Donc c'est déjà beaucoup pour un hectare. Mais moi je voulais savoir si vous avez pris des dispositions pour que vous ne soyez pas confrontés à une baisse de rendement telle que ça va décourager les gens après tout ce que vous aurez fait dans la Sénégal. Voilà. Donc évidemment au niveau du côté sain des plans, nous avons la méthode PIF dont je vous ai parlé qui permet de garantir on va dire le côté sain. Je vais inviter pour la suite de la question mon directeur, M. Guillaume Tati, qui est directeur d'EasyCongo, à répondre à la question. En fait, ce que nous faisons, c'est de l'agroécologie et plutôt de l'agroforesterie. Donc, on s'est fait un pari de casser le cycle de l'agriculture itinérante qui généralement détruit les forêts, etc. Donc, nous avons un modèle à la fois technique et économique. Le modèle technique consiste à, valoriser les forêts dégradées déjà, donc des endroits dégradés, notamment les champs qui sont en jachère, en friche. Et dans ces champs, nous associons la banane plantaire avec des arbres qui enrichissent le sol et donc qui prolongent la fertilité des sols pour pallier justement aux inquiétudes que vous avez. Après, à un moment donné, la nature nous donne
donne jusqu'à une certaine limite. Donc ce qui se passe, c'est qu'on fait une rotation juste dans l'espace qui est dégradé. Et là, effectivement, on a encore un peu de terre. Donc on pourra éventuellement faire une rotation pour permettre à ce que, au cours d'une certaine durée de temps, cet espace est valorisé. Après, ils peuvent se déplacer juste dans l'espace dégradé pour pouvoir continuer à exploiter, en tenant compte du fait que nous avons des arbres qui enrichissent le sol, comme les acacias, etc., qui sont associés, pas uniquement à la plante plantaire, parce que nous ne faisons pas de la plantation monoculture. Donc on fait de l'association, et là, pour les techniciens, ils savent que ça enrichit généralement le sol, etc. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Agriculteur comme vous, je connais la technique et j'utilise chez moi. Ma première question serait quelle est la capacité de production de PIF que vous avez? Et la deuxième, est-ce que vous vendez ce contact? Alors, si on fait le PIF, c'est qu'on a une production illimitée, c'est puisqu'on a la possibilité de produire de façon illimitée. C'est quand on veut, c'est en fonction des objectifs de plantation que l'on produit. Là, par exemple, je crois que le monsieur a parlé de à peu près 1000 pieds. Bon, nous sommes à 1116 pieds, puisque sur les écartements de 3 x 3, on est à 1116 pieds. Quand on plante, une fois qu'on plante, après il y a toujours un taux de reprise qu'il faut tenir compte, donc il y a quelques ratés. Jusqu'ici, on est autour de 3% à la maturité, donc lever des pieds jusqu'à la conduite du plant. Donc, la production du PIF, c'est en fonction des objectifs de plantation. Donc là, par exemple, on a quasiment produit tous les champs qui étaient visés. Nous avons arrêté le PIF. Quand on en aura besoin, eh bien, on va reprendre. Donc je ne sais pas si vous en vendez. Si on vend les plants que nous produisons. Pour l'instant, on n'en vend pas puisque nous fournissons à la coopérative. Après, l'objectif est éventuel, puisqu'on est en train de monter un petit centre de ressources de la biodiversité dans notre zone de projet. Donc l'objectif, c'est de mettre une plateforme de production illimitée pour mettre à disposition avec un coût vraiment accessible, quelque chose comme 50 francs le plan. 50 francs le plan aux producteurs locaux. Et à ce moment-là, voilà, on pourra permettre à tout le monde de pouvoir bénéficier de cette condition. Il t'a dit à 12 km de l'ISI sur l'axe de Kimongo. Et ça fait quasiment 5 ans que nous existons aujourd'hui. Nous sommes et dans la production et dans la transformation. La production, ces derniers temps, on s'est spécialisé surtout dans la production du manioc. De nos jours, nous sommes autour de 100 hectares de manioc déjà plantés, sachant qu'on a déjà commercialisé, depuis qu'on a commencé, 47 hectares de manioc. Et là, nous préparons les terres, on a déjà 150 hectares de terres préparées pour le manioc et 50 hectares pour le moringa, qui est une commande des clients. Voilà. Donc, on est une ferme agro-silvopastoral. On a quelques étangs, on fait aussi de la production des œufs de table. Nous avons quelques porcs, quelques bœufs, quelques moutons. Et nous avons autour plus de 50 000 pieds d'ananas. Et donc avec plus de 2200 plutôt pieds d'arbres fruitiers, donc manguiers, sapoutiers, avocatiers. Nous avons commencé avec la transformation il y a 3 ans. On a commencé avec le sakasaka, du fait qu'on avait déjà la culture de manioc. Donc c'était beaucoup plus facile de commencer avec la propre production. Et on travaille aussi avec des coopératives, donc des paysans de la place, si je peux avoir les prospectives s'il vous plaît, et le panier. Donc aujourd'hui nous avons 12 produits déjà que nous transformons. Il y a du saka, la pâte d'arachide, piment écrasé, le haricot, le petit pois d'Angole, l'intigna local, du porc fumé. Donc nous avons déjà au moins 12. Là, nous avons quelques échantillons. Malheureusement, nous avons amené que des échantillons secs
parce que certains de nos produits sont gelés ou congelés, donc on ne pouvait pas les exposer ici. Là, vous avez du foufou, vous avez de la pâte d'arachide, du piment rouge, du piment vert, les courges, et vous avez du haricot local. Donc ça, c'est ce que vous trouverez, tous ces produits dans les grandes surfaces, Casino, Park & Shop, Gourmand, à Pointe-Noire, à Brazzaville, à Delazy, et nous exportons depuis novembre 2016 à Paris. Donc nous sommes ici pourquoi? Voilà, au Congo, je suis promoteur de Congo Mining, deux projets miniers, Congo Mining et Congo Mining Exploration. Congo Mining, c'est dans le Niari, et Congo Mining Exploration, c'est dans la Sangha. Je suis aussi le promoteur, enfin un copromoteur du projet Colis Academy. C'est une institution, une académie déjà qui nous avons en fin de compte le cursus britannique où les enfants commencent de 2 ans comment on appelle, à nos âges aujourd'hui. Et vous avez ce projet. Rapidement, il ne me reste pas beaucoup. J'ai commencé ce projet. Déjà, j'ai passé un peu de temps à l'extérieur du Congo. Donc, étant là-bas, on a toujours mangé tout ce qui est africain, où ça a toujours été un rêve pour manger africain. Vous savez que c'était beaucoup plus facile de le faire étant... Fonds propres, ça me gêne un peu professionnellement, parce que voir que vous faites un aussi lent chemin sur fonds propres, moi ça me gêne. C'est la raison pour laquelle je dis que j'ai besoin de vous connaître davantage. Je regrette que vous n'ayez pas présenté, je dirais, la déclinaison de votre besoin, parce que 1 milliard pour faire quoi, je ne sais pas. C'est la raison pour laquelle je dis, je vous félicite parce que vous êtes déjà opérationnel. Aussi bien, j'ai vu que le portefeuille client existe. Vous êtes en train de développer votre réseau aussi bien au niveau national. Vous avez des ambitions à l'international. Mais encore une fois, on ne prête pas à un inconnu. Donc, j'aimerais bien vous revoir et vous connaître davantage pour vraiment cibler les besoins et voir comment on peut vous accompagner. Mes félicitations. Merci. L'alimentation. Franchement, moi je suis étonné parce que vous parlez du Canada, des États-Unis, de la France, mais parlez de nous. Nous, on a besoin de manger parce que vous avez dit, notre modératrice a dit ici que 70% de l'alimentation congolaise est importée. C'est ça que nous voulons lever comme clé. Alors vous travaillez pour eux. Eux, ils ont déjà la sécurité alimentaire, nous, on n'en a pas. Donc moi, j'aurais souhaité, franchement, dans votre intervention, que vous dites que vous avez commencé à inonder le marché congolais. Comme ça, nous, on viendra vous voir là-bas à Delazy. Parce que nous, ici, nous avons des problèmes ici, là, d'alimentation. Donc moi, je suis un peu surpris, je voulais vraiment voir tout ça. En plus, vous demandez près d'1 milliard de francs. Je ne sais pas trop pour faire quoi, parce qu'apparemment, vous avez déjà tout. Vous avez plus de 100 hectares de manioc, vous avez 50 hectares d'ananas, vous avez beaucoup de choses, vous avez dit. Moi, j'ai peur. Trop embrasse, malade. J'aimerais que vous nous dites, vous allez pas à pas. Vous nous dites que dans un premier temps, l'activité principale de ma structure est celle-là, et je voudrais la lancer pour qu'elle serve de locomotive pour les autres activités. Parce que même celui qui va investir ne va pas investir en vrac. Donc présentez-nous une spéculation phare qui va, n'est-ce pas, garantir votre activité. Parce que si votre part, apport personnel, est largement supérieur à... Je ne sais pas qu'est-ce qu'on vient faire ici. Donc moi, j'aimerais que, dans votre réponse, essayez de redresser ce que vous n'avez pas dit dans votre exposé pour nous rassurer.
Voilà, j'en ai terminé. On a déjà dépassé un peu cette étape, puisque les produits sont vendus déjà au niveau du Congo. Mais cette difficulté-là, si vous voyez, quand vous dites 300 millions, c'est déjà assez suffisant. Bon, enfin, on n'est pas, je pense qu'on n'a pas la même vision. Parce que moi, ma vision, c'est quoi? Oui, inonder le marché congolais et sous-régional. Et bien sûr, regarder le marché extérieur. Il est énorme. Il est énorme. Aujourd'hui, j'ai l'expertise de ce que je fais, ce que je n'avais pas hier. Il faut du temps. Le plus gros problème que nous avons, je pense bien que mes collègues ici peuvent le dire, un des plus gros problèmes que nous avons. D'abord, le plus gros problème, ce n'est pas les finances. Les finances, on peut les trouver. Ce n'est pas ce qui manque pour trouver les finances. C'est l'expertise. On peut vous donner tout l'argent que vous voulez. Si vous ne savez pas quoi faire avec ça, croyez-moi, les sommes que je vous ai sorties, je vous dirais au moins 20% à 22% de ça, c'est de l'argent que j'ai mis dans la poubelle parce qu'il y a un manque d'expertise, des mauvaises décisions, mauvais accompagnement. Et il faut passer on a pris dans le tas. Je suis ingénieur agronome. J'ai 2 formations. Je suis et ingénieur agronome et j'ai un master en business, business management. Gestion des affaires. Gestion des affaires, voilà. Mais cependant, l'expertise au Congo, c'est difficile. À un certain moment, j'étais obligé d'importer plutôt l'expertise du Burkina Faso. J'ai fait venir 6 personnes qui sont restées 2 ans ici pour donner un peu la main aux gens qu'on avait ici. J'ai fait venir des Congolais qui travaillaient soi-disant pour Bongo, comme on appelle, au Gabon, qui sont arrivés ici, qui ont échoué lamentablement. J'ai signé des contrats avec l'État, avec des ingénieurs qui sont au CRAL, qui sont arrivés, je vous dis, lamentablement, ils ont échoué. Donc c'est des problèmes que nous avons ici. L'argent, c'est vous demander pourquoi. 1, c'est vraiment avoir de l'expertise. 2, aujourd'hui, je vous l'ai dit, j'ai besoin d'avoir des vraies chaînes de production. Moi, un sac de saka aujourd'hui d'1 kilo, je le produis en 2, 3, 4 minutes. On peut le faire en 5 secondes. Le défeuillage se fait encore à la main, le lavage c'est à la main, une machine qui écrase, vous mettez... c'est lent et ça coûte de l'argent. Le temps, c'est ce qui est le plus cher. Je peux facilement, avec l'expertise que nous avons aujourd'hui, facilement augmenter la production. Et ça c'est 1. 2, je pense qu'on a soulevé, à monsieur qui l'a dit, on a des gros soucis de packaging, comme on appelle des emballages ici. Et si nous voulons réduire en fin de compte les coûts, je dois être capable d'importer tout cela. On ne le fera pas avec 100 francs, ne vous en faites pas. Je produis l'œuf, moi, autour de 75. Au Cameroun, ils le font à 20, 25 francs. Vous savez pourquoi? Parce que les intrants coûtent beaucoup moins cher. Moi, j'achète mes intrants. Le coco, et puis juste à gauche, nous avons une image qui représente en fait un café qui est celui d'un entrepreneur congolais. Juste pour vous préciser, les deux images présentent là des produits locaux, faits par des Congolais, pour des Congolais, et aujourd'hui qui répond à un besoin à l'international. Et donc nous avons analysé que forte demande était des entrepreneurs locaux. La difficulté qu'ils rencontraient, c'était au niveau de l'étiquette et au niveau des emballages. Et donc nous, étant une agence de communication, nous œuvrons à leur côté pour l'amélioration de leur image de marque. C'est-à-dire, nous concevons les logos, les supports, etc., ainsi que les emballages. Mais là, il y avait là un problème, c'est que nous ne pouvons pas produire pour eux les étiquettes que nous réalisons ou les emballages que nous designons pour eux. Et donc, ces acteurs-là se rapprochaient plutôt vers les leaders de la place, que sont IPC, ICA et Union Business, qui leur imposaient en fait un problème et une difficulté qui était à leur sujet quasiment impossible à résoudre, notamment sur les quantités d'emballage et d'étiquettes. Et donc, ils leur exigeaient des emballages à hauteur de 10 000 étiquettes, ou soit 15 000 ou voire 20 000 étiquettes. Et vous savez qu'en tant que très petite entreprise, en tant que transformateur local, répondre à un besoin ou à un financement d'étiquettes à hauteur de 10 000 étiquettes à raison d'une étiquette au coût de 100 francs ou 80 francs, c'est... Là, tout simplement en faisant des calculs, c'est 800 000 francs que les leaders de la place leur demandent de préfinancer avant même de pouvoir vendre leurs produits. Et donc là, était donc
au sujet, en fait, après cette réflexion menée auprès des acteurs ou des transformateurs locaux, nous nous sommes rendus compte que pour les 60% qui se rapprochaient de ces leaders, 40% étaient obligés d'exporter la production d'étiquettes à l'extérieur, notamment avec nos confrères de la RDC, ceux du Cameroun et aussi ceux de la Chine ou voire de l'Angleterre. Alors nous avons réfléchi ensemble en équipe pour leur proposer une solution. Alors cette solution, c'est donc cette petite machine que voici ici, qui est une petite unité de production, mais vraiment, je dirais, merveilleuse. Parce que, ayant fait des recherches sur cet équipement, nous serons donc en mesure de pouvoir produire ces différents échantillons ici présentés en images. Il s'agit donc des étiquettes pour des bouteilles cassables, il s'agira donc des étiquettes pour des bouteilles en plastique, il s'agira même des boîtes en carton pour répondre aux besoins de ceux des acteurs qui sont dans le domaine de la cosmétique, des acteurs qui sont dans la biomédicale et aussi ceux qui sont dans le domaine sanitaire. Tenez-vous sûr, alors, actuellement nous avons des transformateurs locaux, mais qui ne parviennent pas à pouvoir répondre à un besoin précis, c'est-à-dire celui de la qualité de leurs produits en mieux les présentant. Et donc ils sont confrontés au problème des étiquettes qui au bout d'un temps ou au bout d'une période perdent ou se dégradent en qualité. Ce qui a même fallu donc une réflexion pour voir comment pouvoir répondre à ce besoin. Et donc cette machine, elle est donc capable aussi d'imprimer sur du plastique et elle est aussi capable d'imprimer sur des étiquettes en papier mais qui résistent aux intempéries, notamment les climats, que ce soit la climatisation, que ce soit le froid ou l'eau. Et donc c'est cette machine en réalité qu'utilisent en fait les gros producteurs plutôt qui nous inondent ou qui nous inondent dans nos différents supermarchés. Alors très rapidement, je viendrai donc sur l'investissement sollicité. Après analyse ou après étude, nous nous sommes rendus compte que l'investissement sollicité s'élève à 13 500 000. Pourquoi faire les 13 500 000? Je rappelle, ce n'est pas un besoin en fonds de roulement de notre agence, mais ce n'est qu'un fonds nécessaire pour pouvoir mettre à la disposition des transformateurs locaux et à la disposition peut-être des transformateurs aussi des pays confrères, une unité de production capable de les accompagner, notamment avec un positionnement sur le marché sur des quantités minimum pour répondre déjà à leurs problèmes, difficultés de cash et aussi améliorer leurs étiquettes afin de pouvoir mieux servir la population et de mieux se positionner sur le marché local et ainsi qu'à l'international. Et donc ici, nous avons un aperçu de l'impact de ce que nous avons pu réaliser avec deux acteurs. Ici donc je vais vous demander, en revoyant ces images, là à gauche nous avons donc le café Eric Arabica. Après avoir, ou après je dirais traitement, nous avons eu à travailler sur son image de marque pour pouvoir avoir ces nouveaux emballages que nous avons pu réaliser avec les moyens de bord. Là nous avons des nouveaux packaging et juste à côté nous avons donc une actrice du développement aussi local, de la production locale, qui est la marque Bibantou Cosmétiques et qui présente aujourd'hui des produits à base de l'huile essentielle et des pots que vous avez vu juste précédemment, qui étaient dans des pots qui ne donnaient même pas, qui n'incitaient même pas à l'achat. Mais aujourd'hui, lui voir sur cette image qu'elle est présentée aux côtés des grands acteurs leaders mondiaux, c'est pour dire que son produit était accepté des grandes références et son produit pouvait mieux se positionner sur le plan international. Mais là, vous direz donc alors à quoi, pourquoi cette levée de fonds si nous sommes déjà capables de faire ceci? D'où donc ma précision pour dire que ces deux échantillons sur lesquels nous avons travaillé répondaient avec un grand souci ou une difficulté, c'était précisément au niveau de Bibantou. La difficulté était celle que les étiquettes réalisées ne pouvaient pas être utilisées sur le long terme, et premièrement, et deuxièmement, les étiquettes réalisées présentaient une difficulté dans la lisibilité car ceci a été réalisé sur des équipements non appropriés pour répondre à ce besoin. Et deuxièmement, pour celui du café Eric Arabica, cet emballage n'est pas un emballage en fait en papier de carton. C'est un emballage issu d'un papier ordinaire que nous avons juste mieux refaire
et aussi sur lequel nous avons travaillé pour pouvoir éviter le dégradage avec le temps de son produit. Ce qui lui a même valu aujourd'hui d'être accepté au groupe Casino et de pouvoir même s'exporter en vendant son café à l'international. Donc sur ce, je vais vous demander d'applaudir car il s'agit là des produits locaux et il s'agit donc des Congolais qui ont pu se vendre ou qui se vendent mieux maintenant à l'extérieur. Et donc, ici, nous avons pu analyser... Pardon ? 2 minutes. 2 minutes. Alors, donc, en 2 minutes, ici, nous avons un tableau en fait, qui nous présente les prévisions financières de ce que va nous générer cet équipement sur le long terme à partir de la 5e année. Donc, nous avons été très modestes avec des clients déjà fermes de pouvoir commencer la première année avec 12 000 étiquettes. Mais justement, au sorti de ce colloque, nous avons constaté que la demande était énorme. Et donc, ce que nous serons capables de faire à la 5e année avec 35 000, une production de 35 000 étiquettes, on peut le réaliser déjà dès la première année. Donc, je veux terminer par là et puis me soumettre à la fatidique épreuve de questions-réponses pour pouvoir... Merci, M. Makakila, pour vous présenter. Je suis responsable commercial à Arc Assurance et à entendre parler, vous n'êtes pas le premier, j'ai aussi écouté monsieur parler, mais j'ai comme l'impression que les entrepreneurs... 50% du besoin ira dans l'acquisition de ces fumoirs modernes et le reste selon la description qui a été faite en ces lieux. Voilà. Alors, pourquoi nous? Alors, par rapport au travail que nous avons eu à réaliser, et là je tiens à féliciter le cabinet OBAT, parce qu'au travers de la démarche constructive qu'ils ont eu à nous élaborer pour nous, je pourrais dire, nous avons pu réellement identifier le risque, tout risque qui pouvait subvenir par rapport à ce projet. Et nous avons une bonne maîtrise des charges. Vous allez voir que les charges sont quasiment nulles. Nous n'avons pas besoin d'électricité parce que le fumoir fonctionne à la plaque solaire. Le personnel chargé du fumoir, ils ne sont pas obligés d'être un personnel permanent. Quand je prends 3 jours de fumage, ils peuvent venir, ils font leur travail et ils peuvent rester à la maison. Après, la communication, nous pouvons utiliser les réseaux sociaux, sinon que de passer par un ou deux commerciaux qui pourront travailler sur le terrain. Et enfin, une équipe jeune et très expérimentée. Merci. Apporter au projet plutôt quelques interrogations que je voudrais naturellement formuler par rapport un peu à la conception de votre modèle. Au 1, est-ce que vous avez évalué la demande actuelle? C'est une question. Au 2, la source d'approvisionnement. Est-ce que c'est ici? Là aussi, est-ce que vous êtes posé des questions sur cet aspect? Au 3, je reviens encore un peu sur les aspects marketing, mais vous apportez quand même des innovations en termes un peu de process de production et donc naturellement en termes de produits. Est-ce que vous avez fait des tests d'acceptabilité du produit sur le marché? Parce que, bon, ici, je reviens encore un peu sur les habitudes de consommation. Les gens sont habitués un peu, naturellement, à leur gola, un peu fumé, mais traditionnellement. Et naturellement, ils savent un peu pourquoi ils le préfèrent. Alors, il y a un peu toutes ces questions-là que peut susciter naturellement votre projet. Nous n'avons pas commencé par élaborer le projet, nous avons commencé par une formation. Parce que c'est un projet qui court depuis 2017. Nous avons commencé par la formation, puis je n'ai pas pu mettre les photos ici. Parce que, donc il y a une formation sur ce qui en pratique déjà. Et nous avons vu que le besoin en tant que tel, en termes de goût organoleptique, comme on peut le dire, ne sont pas différents. C'est-à-dire que le poisson qui est produit à partir du fumoir, en termes de goût, n'est pas différent. C'est le même goût, sauf que la qualité est différente en termes de composants d'hydrocarbures. Voilà.
Maintenant, le besoin réel en termes de production. Alors, des analyses que nous avons eu à faire sur le terrain, nous n'avons pas pu quantifier. C'est-à-dire qu'en termes de... Parce que nous avons pris un échantillon, de façon claire, nous avons travaillé que sur 2 marchés. Donc le marché de Kwiku et le marché qui est au niveau de Vonvou, le marché... voilà. Et ces dames nous ont fait comprendre que par rapport aux quantités dont elles s'approvisionnaient, elles arrivaient à écouler toutes leurs marchandises. On ne peut pas aller au-delà de ce qu'elles prennent. On se limite à ça. Parce qu'on n'a pas des outils clairs pour dire, voilà, tout le monde. Mais ce dont elles s'approvisionnent, elles arrivent à écouler et le besoin est là. Voilà. Et je ne sais pas, la troisième question, c'est quoi? Non, la troisième question, c'était un peu la localisation. Ok, voilà, c'était sur la matière première. Oui, la matière première. D'accord. Alors, toujours dans le cadre de ce projet, je vais revenir là. Alors, j'ai au début, de façon rapide, spécifié ici qu'il s'agit d'un vaste projet. La matière première chez nous, nous serons d'abord les premiers pourvoyeurs. Pour la simple raison que dans notre projet, nous sommes en train de lancer actuellement de la pisciculture hors sol. Nous sommes situés actuellement au niveau de Dolisie, à 21 km de Dolisie, dans un village qu'on appelle Yulunganda, Pelem, pour ceux qui connaissent. Donc là-bas, nous avons pris 10 hectares de terre et nous avons commencé à produire sur 5 hectares. Donc ça, c'est notre première saison de culture. Yulunganda. Nganda. C'est en patois, Nganda, c'est dehors. Voilà, Yulunganda, le dehors du... Voilà. Donc, comme j'ai dit que c'est une bretelle du projet qu'on a présenté, parce qu'il fallait que l'encadre avec le thème qui a été proposé, la transformation, raison pour laquelle nous avons choisi. Mais sinon, le programme en lui-même, il inclut la partie production piscicole, mais en hors-sol. Pourquoi en hors-sol? C'est justement pour pallier à ces ruptures en saison sèche. Nous, en hors-sol, on nourrit les poissons et on ne dépend pas de la pluie. Voilà. Donc, ce qui veut dire que même lorsqu'il y aura des inflations de prix, nous, on sera sur le marché avec les mêmes prix. Voilà. Nous savons que le poisson cher est saisonnier. Donc, ce n'est pas toute l'année qu'on peut l'avoir facilement. Et ensuite, son élevage est vraiment compliqué, puisqu'ils ne se reproduisent pas en captivité. Donc, je voulais savoir si vous avez l'expertise nécessaire pour la production dans le système que vous voulez, parce que je sais que vous faites allusion à l'aquaculture en hors-sol. Ce n'est pas facile. Est-ce que vous avez une source d'approvisionnement sur l'hormone hypophysaire qui est utilisée pour la reproduction des poissons chers? Moi, je voulais savoir pour que toutes ces garanties-là de la production vous permettront, n'est-ce pas, in fine, d'atteindre facilement vos objectifs, notamment dans le chiffre d'affaires. En orange, derrière vous, c'est un technicien agricole qui était l'un de mes formateurs au Cameroun que j'ai fait venir à l'issue de ce projet pour bien piloter, parce que moi j'ai une compétence en peu de temps et lui il a une forte expérience pendant des années. Il a peut-être minimum 15 ans d'expérience sur le domaine, donc c'est pour dire que nous avons la compétence dans ce domaine. Et en ce qui concerne les hormones, on s'approvisionne à l'extérieur. On ne peut pas être limité pour des hormones. Aujourd'hui, on fait des achats en ligne. La majorité des équipements que nous avons fait venir pour ce projet, nous avons fait venir de l'extérieur. Donc il n'y a aucun blocage à ce niveau. Et pour la multiplication, ce n'est pas un blocage en tant que tel. C'est une fausse information que de dire qu'il ne se multiplie pas en captivité. Il y a des procédures où on récupère les hormones de la femelle et du mâle, on mélange dans des bocaux évidemment avec les hormones, on multiplie en externe. C'est des processus qu'on sait déjà appliquer et que l'on va appliquer. Très bien, bravo. Comme vous pourrez constater sur cette image, voilà du gaspillage alimentaire. J'ai grandi au fond de Tchétché et toutes les fois que nous rentrons, nous voyons ces mamans qui les invendus du marché qui sont jetés à même le sol. Et aujourd'hui, il y a une étude qui a été menée qui nous dit que le 3/8 de la production locale n'est pas acheminé sur le marché et pourri dans les forêts. D'autre part, donc nous avons une perte de production.
La crise pétrolière que traverse notre pays a poussé tout le monde à aller vers la diversification et nombreux de nos frères veulent se lancer dans l'agriculture. Mais déjà, la question qu'on se pose, c'est ce qu'on a, on le perd déjà. Alors, qu'est-ce qu'on fera de ce qui viendra encore? Et aujourd'hui, tout le monde parle du naturel, tout le monde parle bio. On ne veut plus consommer des produits avec des conservateurs, des additifs, tout ce qui est chimique pour notre santé. Alors, face à tous ces besoins, nous avons apporté notre solution donc, qui est de conserver et de transformer ces jus de fruits, notamment ces fruits, excusez-moi, en jus et confiture. Aujourd'hui, le Centre national de la statistique et des études économiques montre qu'il y a une demande, une consommation de plus de 150 tonnes en confiture au Congo et plus de 2000 tonnes en jus de fruits naturels. Et le constat, c'est que, comme je venais de le dire, les Congolais, ils veulent manger bio, ils veulent manger des produits sans conservateurs. Voilà comment nous apportons notre solution parce que le marché n'est pas saturé. Et d'un point de vue local, 70% de la production que nous avons ici est importée. Et aujourd'hui, les chiffres montrent même que nous sommes à 90%. La production locale, elle est très faible parce que les entrepreneurs n'ont pas le matériel adéquat. Et ce qui se fait vraiment à petite échelle. Donc, il y a des concurrents qui sont déjà sur le marché depuis des années et nous sommes une nouvelle structure comme Coprac, Kelgo, Enos Bio et des listes de NAD effectivement qui sont sur ce terrain-là. Et nous avons pu mener une étude de marché bien évidemment par rapport à nos concurrents et par rapport à la demande et le marché il n'est pas saturé et en créant en production locale. Alors, voilà donc comme je venais de dire, il y a à côté du fait les jus de fruits, à la base un jus c'est un rafraîchissant, on le prend pour se rafraîchir. Et à côté de ces jus bien évidemment, il y a beaucoup de produits de substitution. Et des entreprises, par exemple la Brasco, la Pralico, mais bon, comme tout le monde veut venir vers le naturel, cela nous donne une marge de manœuvre. Alors la valeur ajoutée que nous emmenons nous sur le marché, c'est que déjà notre projet il va permettre de réduire les pertes de production. Bien évidemment, améliorer la santé des populations en donnant ce qui est naturel. Nous allons créer de l'emploi à l'horizon de 3 ans dans la vision. Et actuellement, nous travaillons avec une coopérative qui veut faire de l'agriculture verte. Et pour eux, ils pensent que récupérer les déchets des fruits que nous aurons transformés va les permettre de faire du compost ou du fumier. Donc, c'est pour tout ce qui est écologique. Donc, comme je disais, nos concurrents, voilà nos concurrents directs, nos concurrents indirects. Nous nous positionnons bien évidemment en fonction du prix. Et notre produit, il est délicieux, vous verrez plus tard dans notre exposé. Alors, déjà, nous, ce que nous voulons faire, c'est gagner une grande part de marché auprès de nos concurrents directs et indirects. L'objectif, donc la vision sur 3 ans, sinon 5 ans, c'est de transformer près de 500 tonnes de fruits. Et bien évidemment, valoriser la production locale. Il y a beaucoup de produits que nous avons en local, mais que nous ne transformons pas. Et acquérir notamment un matériel de conservation, parce que toute cette production a besoin d'être conservée. On peut beaucoup produire, mais si on ne conserve pas, toute cette production aura servi à rien. Alors, la cible que nous avons, nous, notamment, ce sont les gens de la classe moyenne, des particuliers. Nous sommes sur des bandes pistes, notamment avec des entreprises. Et nous proposons aujourd'hui de prévoir des produits, notamment en jus de 3 formats, pour répondre à toute la cible, parce que nous voulons laisser personne. Donc des formats de 25 centilitres, de 33, de 2,5 litres et de 5 litres. Et bien évidemment, la politique prix et les canaux de distribution suivent. Donc voilà une présentation de nos produits, notamment étiquettes et jus. Nous avons eu la possibilité de participer au forum de l'entrepreneuriat, notamment pour la visibilité, parce qu'on n'était pas vraiment connus, vu que nous avons lancé il n'y a pas longtemps. Et donc en jus, nous avons aujourd'hui du jus de baobab, de papaye, d'ananas, de mangue, parce que nous travaillons avec des produits saisonniers. Et bien évidemment, à long terme, l'idéal, ce serait de pouvoir conserver, comme je le dis, pour étaler des produits sur toute une période. Alors, déjà, nous avons une jeune entreprise
Et voilà, je vous présente ici les résultats de notre chiffre d'affaires avec les modestes moyens que nous avons sur le mois de septembre. Nous travaillons encore de façon artisanale, c'est vrai que nous avons un peu de matériel. Là, nous avons du 1er septembre au 30 septembre, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 900 000 francs CFA, mais avec des perturbations parce que on est à la fois au four et au moulin. Il faut produire, il faut vendre. Actuellement, nous ne nous permettons pas de recruter du personnel parce que actuellement c'est une charge. Et nous avons beaucoup misé sur la publicité, parce que nous voulons être visibles. Notamment, on dit qu'il faut produire, mais le consommateur, lui, il achète ce qu'il voit. S'il ne voit pas, il n'achètera pas. Et donc, nous avons, notamment, c'est ce qui nous a permis, bien évidemment, d'augmenter nos chiffres d'affaires. Aujourd'hui, par exemple, le 29 septembre, nous avons vendu 60 000 francs. Là, c'est, le 19, c'était 53 000 francs. Et là où il y a des chutes, c'est que à ce moment-là, nous sommes en production. Et nous livrons par des commandes et tout, voilà. Donc voilà un résultat déjà du fait que nos produits sont aimés. Nous avons une page Facebook, quelques commentaires, la dame du bas qui dit voilà, j'ai goûté ça hier à la chambre de commerce et j'étais hyper satisfaite. Il y a un monsieur plus haut qui dit je suis conquis, c'est un délice. Et vous voyez des enfants qui sont bien évidemment satisfaits de consommer nos produits. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai que nous avons une petite production. Et comme nous voulons gagner de la clientèle, nous misons vraiment sur la communication. Nous sommes actuellement à 151 abonnés sur notre page Facebook et près de 2000 j'aime sur nos publications. Voilà un peu nos plaquettes marketing. Et en valorisant les produits, bien évidemment, nous avons mis sur le marché le jus de fruits été qui on consomme dans les quartiers, mais il n'est pas dans les grands espaces. Donc, en fonction de la demande qu'il y a, nous voulons bien évidemment organiser d'abord notre structure et avoir du matériel pour pouvoir le faire. Donc, notre besoin en financement, il est de 13 millions. Donc, la répartition, la voilà, nous avons besoin de 6 619 000 francs en termes de matériel de production et bien d'autres. Donc le matériel va nous permettre notamment de quitter l'étape du plastique pour le verre et nous avons besoin d'une capsuleuse, d'un réfractomètre et tout un matériel qui va de soi. Alors, voilà notre compte d'exploitation. Vous verrez que... Je suis donc Madame Olga Bodo, femme entrepreneur, si on peut le dire, puisque je résiste jusqu'aujourd'hui. Je suis dans l'agro-pastoral. Donc, nous avons l'élevage, le maraîchage. Mais avant d'en arriver là, je vais faire un bref historique. Après mes études niveau terminal, bac D, je suis tombée enceinte, jeune maman. J'ai pensé donc au lieu d'arrêter, faire une formation, donc je suis secrétaire bureautique. Et quand j'ai terminé, je suis la première promotion de ce ISCOM, à Brazzaville-Djata. Quand j'ai terminé, j'ai eu un emploi, j'ai travaillé dans le bois, la SCRIB, Société congolaise de ressources industrielles du bois, qui a fermé les portes en 2004. Et au sortir de là, étant maman, je trouvais que le panier de la ménagère, tout était presque cher. Donc j'ai pensé me lancer en agriculture. De mes parents, ma maman était libraire, vendeuse en librairie. Et après, s'est lancée dans le vestimentaire. Elle a fait son commerce d'habits. Et mon papa a travaillé à Brossette, ex-Brométo, là. Et quand j'ai regardé les deux, je me disais que le vestimentaire, les gens, c'est vrai, prenaient, mais on ne s'habillait pas tous les jours. Mais manger, c'est tous les jours.
Donc j'ai fait mon choix et puis voilà. J'ai commencé par le maraîchage. Au marché, les mamans vendeuses qu'on appelle les Minjalangoto, il y avait beaucoup de la demande et puis on a eu Pellegrini, Daron et aussi le bateau Merci Ships. Donc nous nous sommes retournés du côté d'Inda où on a pris 42 hectares. Et sur les 42, on est juste en train d'exploiter 3 en maraîchage, 1 en pisciculture et 3 aussi en culture vivrier maintenant parce que entre-temps on s'est dit bon, pourquoi ne pas se lancer aussi dedans, comme nous faisons l'élevage, on peut transformer le manioc, on peut faire du sakasaka comme Monsieur Descousses. Donc voilà, maintenant que j'ai aussi plusieurs demandes avec les transformateurs, notamment M. Kissita Parfait, avec qui nous travaillons déjà, sur les légumes que vous avez vu là marinés. Et puis, Kelglo, je ne sais pas si elle est dans la salle, qui transforme le jus aussi, parce que je fais du fruit de la passion, les papayes et autres. Et puis, avec Madame Enos Bio, qui, entre-temps, sans vous l'apprendre, vous côtoyez le marché, il y a eu abondamment de tomates et il y a une partie que je n'ai pas pu placer, que j'ai mis dans le congélateur, j'ai juste extrait. On va réitérer l'expérience, mais sur un autre secteur d'activité cette fois-ci. Ce sera peut-être sur le secteur du tourisme, mais on aura l'occasion de vous en dire un peu plus. Voilà, très bien. On applaudit encore pour eux, je vous remercie. Alors, deuxièmement, je souhaiterais aussi justement que l'on puisse dire merci aux organismes financiers. Est-ce que vous pouvez vous lever s'il vous plaît? Société Générale, Cofina, la CAPET, on a l'ARC. On a aussi le représentant de Minoco derrière qui, à plusieurs reprises, a levé la main pour dire on entend souvent hein, dans le pays. Alors,